Tout d'abord, il est important de faire remarquer que l'essentiel des médias du pouvoir ont boudé la conférence de presse, mis à part la chaîne Nahar et un journaliste de Moudjahid présent lors de la conférence de presse. Ni la PS, ni l'UNTV et ni les autres organes du pouvoir n'ont assisté à cette conférence. Des événements de moindre importance, des visites de ministres étrangers en Algérie ont été retransmises en direct et parfois occupent l'essentiel des GT de ces chaînes de télévision. Or, la visite du rapporteur spécial, la mission du rapporteur spécial est passée presque sous silence par ces médias. C'est très important de le dire parce que ça donne toute l'ambiance de l'après. Personnellement, j'ai eu au début quelques appréhensions, notamment sur les marges de manœuvre qui seront laissées par les autorités algériennes au rapporteur spécial des Nations Unies, et également sur le plan du déroulé des rencontres et le choix des personnes. Parce que par le passé, nous avons vécu de malheureuses expériences, notamment lors de la venue de missions de contrôle des élections et de quelques missions de parlementaires européens en Algérie par le passé. Cette fois, et pas, c'est-à-dire que habituellement, les autorités actionnent toute une panoplie d'organisations dites de la société civile, mais que nous connaissons très bien. C'est une société civile téléguidée par la police politique et qui tente de soigner l'image du pouvoir. Et pendant de longues années, souvenons-nous que l'Algérie a prétendu auprès des ONG internationales, mais également auprès des instances internationales, a prétendu être le pays du tiers-monde qui compte le plus de femmes au Parlement, par exemple, qui a adopté une législation disons, arrimés aux standards internationaux en matière des droits des enfants et des femmes. L'Algérie a même, Medet Arbon a suspendu la mise à exécution de la peine de mort. Cette fois, et après plusieurs reports, les autorités algériennes ont finalement accepté la venue du rapporteur spécial des Nations Unies. Et là, il va falloir se poser la question, pourquoi pour les autorités qui ont tout fait pendant de longues années à adresser des barrières quant à la venue des instances internationales sous le prétexte d'immixtion dans nos affaires intérieures, etc. Cette fois, le rapporteur spécial a été autorisé à venir. Très clairement, ce n'est ni de gaieté de cœur que les autorités ont accepté sa venue. Personnellement, et ça reste un point de vue personnel, je pense qu'il y a trois facteurs qui ont concouru à la visite, à l'acceptation de la venue de ce rapporteur. Le facteur numéro un, je vais essayer de faire vite, c'est l'élection, et je mets élection entre guillemets, de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Et le fait de vouloir intégrer les instances onusiennes, il est fait donc obligation à ces États à se soumettre à la discipline onusienne, et donc les autorités algériennes se sont retrouvées gênées de refuser la venue de ce rapporteur onusien. Le deuxième facteur, c'est le fait que la situation des droits de l'homme et des libertés en Algérie est presque connue maintenant de l'opinion internationale. Des rapports d'ONG internationales, des résolutions, notamment les résolutions des parlements européens, même des débats ont eu lieu dans des parlements étrangers. Je cite l'exemple des débats qui ont eu lieu au niveau des assemblées, notamment au Canada, sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Tout cela a levé le voile sur les mensonges des autorités algériennes, donc qui nécessitaient une visite sur le terrain. Bien sûr, il y a également, et il ne faut pas ignorer cet élément, il y a eu des enquêtes qui ont été menées par des experts internationaux, notamment sur les flux migratoires, sur l'immigration clandestine, et qui ont abouti à l'une des conclusions parmi beaucoup de conclusions, que les Harragas qui viennent de l'Algérie, par exemple, leur venue est intimement liée à la situation des libertés publiques et surtout au sentiment de désespoir qui existe en Algérie. Le troisième facteur qui n'est pas des moindres, c'est le Hirak populaire qui a, non seulement il a ébranlé le pays, il a mobilisé toute la diaspora algérienne à l'étranger, et ces mobilisations ont dû
briser les murs de mensonges érigés par le pouvoir depuis d'ailleurs la décennie noire. C'est-à-dire, au fait, la décennie noire a été le rideau derrière lequel le pouvoir s'autorisait tout. Et cette fois, au fait, les manifestations pacifiques tenues pendant plus de 2 années et les manifestations menées par la diaspora dans plusieurs capitales du monde ne peuvent pas être ignorées, et plus encore, ils ont mis à nu le pouvoir qui, pendant de longues années, comme je le disais, derrière le fallacieux prétexte du maintien de la stabilité et de la sécurité, a suspendu complètement les libertés publiques et il a complètement pris des mesures, des législations contraires à la philosophie des droits de l'homme et contraires aux engagements même de l'Algérie sur le plan international. Avec votre permission, juste pour finir sur ça, je pense que finalement, le rapporteur spécial des Nations Unies est venu, et malgré le caractère non exécutoire, nous le regrettons. C'est-à-dire toutes ces constatations, toutes ces recommandations, tous ces rapports, malheureusement, dans le fonctionnement du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ces décisions-là ne sont pas exécutoires, c'est-à-dire ne sont pas obligatoires à exécuter pour les gouvernements. On a bien vu dans sa conférence de presse que dans un langage diplomatique, il a constaté, je dirais, 3 à 4 choses essentielles et nous devons mettre l'accent sur ça. La première, c'est qu'il a, sans le dire bien sûr, mais nous le déduisons de ses propos, la justice en Algérie est instrumentalisée, d'abord à travers une juridiction liberticide, contraire au principe universel des droits de l'homme, à la présomption d'innocence, et surtout, il a mis en rapport, quand il parle des arrestations, des détenus, etc., il met au cœur de ce débat l'indépendance de la justice. Le rapporteur a bien relevé, rejoignant ainsi l'avis de l'opposition. Souvenons-nous à Nasser Nassar, on a évoqué plusieurs fois avec beaucoup d'invités, et je pense que ceux d'aujourd'hui l'ont certainement évoqué dans les débats précédents, l'article 87 bis, et on a bien dit que c'était un voile derrière lequel se cache le pouvoir pour légaliser ces pratiques de violence, d'intimidation et d'interdiction. Sur la question des détenus également, malgré l'entêtement des autorités algériennes, pendant plus de 3 années, ils ont pratiquement refusé de reconnaître le caractère politique des poursuites engagées contre les militants. Eh bien, on a bien vu le président du Conseil officiel des droits de l'homme dire qu'il n'y a pas de détenus politiques en Algérie. Le chef de l'État lui-même l'a plusieurs fois rappelé qu'il n'y a pas de détenus d'opinion, qu'il n'y a pas de détenus politiques en Algérie. Or, aujourd'hui, le rapporteur a émis une recommandation sur la nécessité de mettre fin aux poursuites judiciaires, mais également de procéder à des mesures par lesquelles les détenus vont être libérés. Sur la question des libertés d'association et de manifestation, le rapporteur a exigé dans un langage également diplomatique, et je reprends ces mots, assouplissement des restrictions imposées aux rassemblements et aux associations, et demander que les autorités se conforment au droit international. Le rapporteur, et je finis sur ça, le rapporteur, et je pense que c'est là notre victoire, nous devons être positifs. Personnellement, j'invite tous ceux qui vont intervenir dans ce débat à semer l'espoir, à dire aux Algériens, voilà, il y a quand même, nous avons fait un Hirak et notre voix n'est pas partie dans le ciel, il a bien eu des oreilles attentives. Donc le rapporteur, et c'est extraordinaire d'abord avouer le caractère pacifique. Absolument. Et surtout l'esprit civique et remarquable du Hirak. Et qui, selon sa propre déclaration, a dit que le Hirak a donné l'exemple au monde. Absolument. Et à contrario, c'est-à-dire à côté, il a exhorté le pouvoir à mettre fin au climat de peur. C'est vraiment une reconnaissance que la politique menée par le pouvoir était une politique de peur. Il a bien dit qu'il faut absolument arrêter les inculpations pénales à l'encontre des individus, d'associations, des syndicats et des partis, et annuler toutes les lois excessivement restrictives. Je reprends le mot, les lois excessivement restrictives, et notamment l'article 87 bis. Je finis. Il est important de rappeler que le rapporteur il a été nommé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies,
Personnellement, ma conclusion est la suivante. Le rapporteur a acté une chose qui est simple. Le Hirak représente l'espoir, le pouvoir représente la peur, la restriction et l'arbitraire. Voilà en 2 mots ce que je crois être la synthèse de ce rapport. Le Hirak représente l'espoir, le pouvoir représente la peur et la restriction, et je pense que la voie est bien tracée pour aller vers un avenir meilleur.